Bon, alors on va rentrer dans le vif du sujet. François m'a demandé de dire quelques mots pour témoigner un peu de l'historique et de ce qui a motivé le travail qu'Anne Boissel va présenter et pourquoi on s'est engagé pardon, dans cette aventure. Moi, je m'appelle Philippe Petit, je suis membre de l'UNAFTC et donc je représente les familles, l'Union nationale des associations de familles. Je suis une famille atypique parce que par ailleurs je suis médecin, donc aussi je suis à jour de cotisation dans votre association. Mais c'est important de vous dire un peu comment les choses sont venues. Ce travail a commencé en 2012, parce qu'en 2012, on était à 10 ans de la circulaire de 2002, et qu'à 10 ans de la circulaire de 2002, ça nous paraissait intéressant de se demander un peu comment on vivait dans les unités, puisqu'on avait souhaité en 2002 créer des unités dédiées pour accueillir des personnes qui n'avaient pas de solution, et qui restaient d'ailleurs à l'époque dans les services de rééducation, faute de pouvoir être orientées dans une structure adaptée. Et donc, elles ont été créées par une circulaire, ce qui fait qu'elles ont un statut assez fragile, puisqu'elles ne sont pas inscrites en dur dans le Code de santé publique. Mais ces unités sont une originalité française. Il faut savoir que ça n'existe pas ailleurs d'avoir, dans le milieu sanitaire, des services dédiés, adaptés pour accueillir des personnes dites en état de conscience altérée. Avec en plus une mission qui était un peu particulière, puisque en faisant ça, on les basait dans le monde sanitaire par construction, et qu'on demandait du coup au monde sanitaire d'accompagner dans la durée des gens qui sont amenés à vivre parfois longtemps, vous le savez, dans ces unités. Et donc ces unités sont de fait des lieux de vie. Donc on a demandé à des lieux de soins de devenir des lieux de vie dans un environnement médicalisé qui requiert des compétences spécifiques et des moyens spécifiques. L'idée, en 2002, à l'époque, j'étais un élève de François Tassot, puisque je suivais son DU sur les états VCEPR. Il fait partie des auteurs qui ont beaucoup travaillé sur cette question. Et avec mon épouse, on suivait le DU parce qu'on a un fils en étape aussi relationnelle, aujourd'hui depuis 17 ans. Il a 30 ans, c'est le plus jeune de mes enfants, et qu'on voulait acquérir quelques compétences pour savoir un peu de quoi on parle. Et une des questions qui a émergé de nos conversations en 2012, c'est comment on vit dans ces unités, et finalement c'est quoi le projet de vie. Parce que le projet de soins, on voit bien en quoi ça peut consister. À l'évidence, ces personnes ont des besoins spécifiques. Mais la vie, c'est quoi? D'ailleurs, si on s'arrête à la représentation commune, certains se demandent si c'est bien une vie d'ailleurs. Et parfois, on n'est pas loin de se dire que une bonne mort serait préférable à ces vies-là. Donc, c'est un vrai sujet. C'est d'ailleurs un sujet de société de se demander ce qu'est la vie dans ces situations-là. C'est quoi un projet de vie? Comment ça se construit? Comment on les accompagne? Quelle est la place des familles? Comment les familles collaborent avec les professionnels? Et qu'est-ce qui se construit autour de ça? Ce travail est conséquent parce qu'on est en 2019, donc ça a pris un peu de temps. Ça va vous être présenté aujourd'hui. La leçon principale que j'en retire, c'est pas la seule, il y a beaucoup de choses à en tirer, mais ce que je voudrais dire ici aujourd'hui, c'est que ce travail nous a montré que ces unités ont inventé un savoir-faire et que 10 ans après, elles ont développé des compétences spécifiques et que ces compétences mériteraient d'être connues, valorisées, bien identifiées, parce que la fragilité dont je parlais tout à l'heure fait que la rationalité économique pourrait faire que dans quelques temps, on se demande si c'est bien légitime d'avoir ça. Est-ce que c'est pas plutôt du long séjour? Après tout, c'est du soin de longue durée. Bref, c'est spécifique. Il y a des besoins spécifiques et il y a des réponses spécifiques qui ont émergé au contact de ces personnes et en les prenant en charge. Et du coup, je termine par un vœu. Moi, j'appelle de mes vœux une recommandation de bonne pratique sur la prise en charge
des personnes en état de conscience altérée, de manière à ce qu'on grave un peu dans le dur les compétences nécessaires et qu'on puisse plus demain avoir des gens enfermés dans leur chambre et sans projet de vie spécifique qui conduisent à des impasses. Je pense qu'on reviendra là-dessus en fin de journée à l'occasion de la réflexion éthique. Donc voilà ce que je voulais dire. Vous allez découvrir maintenant nos travaux avec Anne Boissel, qui est enseignante-chercheuse à l'Université de Rouen et qui était notre responsable scientifique.